Donc la séance du jour, c'est sur les critères de rupture pour les matériaux fragiles et notamment le critère de Rankine. Donc je ne reviens pas sur ces deux premiers slides qui ont été déjà commentés dans l'introduction. Des exemples qui ont fait l'actu de matériaux de rupture fragile impressionnante. Et ni sur celui-ci qui explique que la rupture fragile s'est associée à la propagation de fissures, notamment à cause des concentrations de contraintes en pointe de fissure, qui se propagent à des vitesses telles que dès que ça démarre, ça y est, c'est catastrophique, on ne voit plus rien. Alors c'est Griffith qui est un peu à l'origine de la modélisation qui a permis d'écrire le critère de Rankine, ou je devrais dire plutôt qui a permis de donner un petit peu plus de sens à la valeur de la contrainte à rupture dans le critère de Rankine. On verra tout à l'heure que Rankine, en fait, a précédé Griffith dans l'expression de son critère. Bon, depuis, il y a d'autres personnes qui ont travaillé, qui ont laissé un peu leurs traces, Irwin, Rice, Cherepanov, qui ont développé des solutions analytiques en pointe de fissure, ce qui est un peu délicat parce qu'en pointe de fissure, c'est une singularité, la mécanique des solides déformables, qui est aussi la mécanique des milieux continus, n'a plus beaucoup de sens en pointe de fissure. Donc Rice et Cherepanov ont imaginé une approche intégrale qui permet d'englober la fissure, en tout cas la pointe. Et donc, il y a tout un pan de la mécanique des solides déformables qui traite de ces questions. Avec le développement des éléments finis dans les années 70-80, eh bien, on est arrivé à une approche plus fine de la fissuration, et notamment trois modes de fissuration principaux. L'ouverture de la fissure en mode 1, c'est-à-dire sous l'effet d'une traction perpendiculaire à la surface de fissure, mais aussi par cisaillement, donc soit en mode 2, soit en mode 3, qu'on appelle aussi le vissage. Et de ces trois modes, c'est essentiellement le mode 1 qui sera examiné dans le cours. Alors d'un point de vue industriel, les matériaux fragiles ont été caractérisés depuis longtemps par l'expérience de Charpy. Donc cette expérience, ça consiste à prendre un pendule, de le lâcher d'une certaine hauteur. Quand il arrive dans la position basse, il casse une éprouvette entaillée. Donc l'entaille, c'est pour représenter la fissure initialement existante. Et puis, il remonte. Et il remonte évidemment à une hauteur qui est plus faible, puisqu'il y a une partie de l'énergie qui a été emmagasinée par la rupture. Et c'est cette différence de hauteur, multipliée par mg, la masse du pendule, qui fait une différence d'énergie potentielle et qui correspond à l'énergie absorbée par la rupture. Alors, il y a des études qui ont été réalisées là-dessus, parce que même si ça reste un essai comparatif, c'est un essai qui apporte pas mal d'informations. Et donc, sur ce slide-là, par exemple, on voit, en fonction de la température à laquelle on a mené l'expérience, la courbe caractéristique de l'énergie d'absorption pour un acier qui serait un acier A36. C'est l'équivalent à peu près d'un E280, c'est-à-dire un matériau pour lequel la limite élastique serait de 280 mégapascales. Et en superposition sur la même courbe, on voit des essais qui ont été faits sur de l'acier récupéré sur la coque du Titanic, et dans le sens du laminage ou dans le sens transverse au laminage. Et on voit donc que ces courbes-là sont très très basses. Donc on peut se poser la question de savoir est-ce que le Titanic finalement n'était pas fait dans un matériau qui n'était pas de la qualité attendue. Au-delà de ça, on voit qu'il y a une très très grande fragilité qui survient lorsque les températures sont basses. Vous voyez qu'il y a une température ambiante ou à température un peu élevée, on peut atteindre des niveaux d'énergie de rupture qui sont grands, 100 joules par exemple, 200 joules, 150 joules, mais dès que la température diminue, 20 degrés, 10 degrés, 0 degré, eh bien les courbes descendent énormément. Donc, les matériaux, ça c'est connu, les matériaux deviennent fragiles à basse température. Alors vous avez compris qu'il s'agit d'énergie, et donc un tout petit rappel sur l'énergie de déformation élastique.
L'énergie de déformation élastique, on peut le voir, vous connaissez déjà ça sur un ressort. Hein. Dans un ressort, vous avez F qui est égal à K delta X, K c'est la raideur, et l'énergie c'est l'air qui se trouve sous la courbe de comportement. Si on représente F en fonction de delta X, c'est une droite, et l'air sous la droite c'est 1/2 de F delta X, et ce 1/2 de F delta X, on peut l'écrire soit en fonction de delta X, soit en fonction de F. Et s'il est écrit en fonction de delta X, c'est K delta X au carré. Ça, c'est assez classique comme expression d'énergie élastique par un ressort. Mais ça peut aussi s'écrire sous la forme 1/2 de F2 sur K. Ça, c'est un tout petit peu moins classique, mais ça donne exactement le même résultat. Alors, si on fait l'analogie avec ce qu'on sait, nous, en mécanique des solides déformables, donc quand on fait une traction sur un matériau, eh bien, l'équivalent de la force F, c'est l'effort normal N, et l'équivalent du delta X, c'est l'allongement delta L. Et si on trace donc N en fonction de delta L, eh bien, c'est évidemment une droite dont la raideur, c'est la raideur de cette éprouvette. Alors, quand on divise N par la section, on obtient la contrainte. Et quand on divise delta L par la longueur initiale, on obtient la déformation. Et donc, le graphique, les deux petits graphiques qui sont à côté, bon, il y en a un, c'est N delta L, l'autre, c'est sigma epsilon. Et l'air qui est sous la courbe de ce sigma epsilon, ben, c'est un petit W, c'est ce qu'on appelle l'énergie de déformation par unité de volume. Donc, l'énergie de déformation totale, c'est 1/2 de sigma epsilon fois le volume déformé. Et ce sigma epsilon, on peut l'écrire de différentes manières. On peut l'écrire E epsilon 2, ou bien, et là, ce n'est pas écrit sur le transparent, mais on peut l'écrire aussi sigma 2 sur E. Et c'est cette expression sigma 2 sur E qu'on va retrouver au slide d'après. Donc, la mécanique de la rupture, ça consiste à considérer une plaque dont, s'il n'y avait pas de fissure, l'énergie de déformation, ça serait 1/2 de sigma epsilon fois le volume de la plaque d'épaisseur E. Et si il y a une fissure de longueur petit a, donc ce qu'on voit sur la figure de droite, eh bien, dans la zone qui se trouve autour de la fissure, l'ouverture de la fissure va faire que la zone va être déchargée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contraintes dans cette zone, en tout cas des contraintes beaucoup plus faibles. Alors, on peut estimer la taille de la zone à l'approximer à une demi-ellipse, dont un des côtés, ce serait évidemment la longueur de la fissure, A, et l'autre côté, c'est 2 fois la longueur de la fissure à peu près, donc ça donne une ellipse allongée dans le sens de la hauteur, comme la zone grisée sur le dessin. Alors, du coup, ça veut dire que l'énergie de déformation, quand il y a une fissure, comme celle-là, c'est 1/2 de sigma epsilon. Si la fissure est petite, ça n'a pas beaucoup changé les contraintes et les déformations ailleurs, fois le volume total, moins le volume déchargé. Et donc, comme ce volume déchargé, eh bien, c'est une demi-ellipse, donc ça s'écrirait, la surface d'une ellipse, c'est pi AB, hein, et là, comme c'est une demi-ellipse, donc c'est 1/2 de pi AB, et comme B, c'est 2A, ça fait pi A2. Voilà. Pi A2, ça c'est la surface grisée, fois E, l'épaisseur de la plaque. Et donc, si on écrit sigma epsilon sous la forme sigma 2 sur E, comme je disais tout à l'heure, on obtient cette expression de l'énergie de fissuration. Alors maintenant, s'il y a un petit allongement de la fissure, une petite propagation de la fissure delta A, cette petite propagation va générer une restitution d'énergie, parce qu'il y a un signe moins. Et donc cette énergie restituée, c'est la dérivée par rapport à A de cette énergie de déformation. Et donc ça va s'écrire 1/2 de sigma 2 sur E. Puis la dérivée de l'expression qui est entre parenthèses, ça fait moins 2 pi A E dA. Alors, les deux, vous avez remarqué, vont se simplifier. Et cette énergie restituée, donc si je parle en valeur absolue, si elle est plus grande que l'énergie nécessaire à la fissuration, la fissure va se propager. Par contre, si elle est plus petite que l'énergie nécessaire à la fissuration, la fissure va être stable et du coup, elle ne va pas bouger. Alors, c'est ça que Griffith a expliqué. Lui, il dit que l'énergie de fissuration, ça dépend d'une constante matériau Gc et c'est proportionnel à donc l'énergie délivrée nécessaire pour accroître une fissure de longueur delta A ou d'une surface delta S, ds, c'est Gc fois ds.
Et alors, comme on a une plaque avec une fissure transversante d'épaisseur E, eh bien, ça fait ds qui vaut E dA. Alors, cette énergie de fissuration, eh bien, on la compare à l'énergie restituée, l'énergie élastique restituée, et ça donne une inégalité. Hein. Donc, l'inégalité, avec les deux qui se simplifient, c'est d'un côté pi sigma 2 A fois E, mais le E va se simplifier, et fois delta sur le module élastique. Et puis de l'autre côté, c'est GCE dA, et donc ça aussi, le E dA, ça se simplifie. Donc, il reste que sigma 2 est supérieur à EGC sur pi A, ou que sigma est supérieur à racine de EGC sur racine de pi A. Et donc ce sigma-là, eh bien, c'est le sigma à partir duquel la fissure va se propager. Alors, en général, on ne parle pas trop de GC, hein, la constante de Griffith, puisque finalement, on a racine de EGC, et E, c'est aussi caractéristique du matériau, donc on parle plutôt de KC, et KC, c'est en anglais fracture toughness, en français, c'est plutôt ténacité du matériau. KC, dont l'unité, c'est des mégapascales fois des mètres à la puissance 1,5. Alors, vous faire un tout petit peu attention, hein, parce que mégapascal, normalement, c'est des newtons par millimètre carré, et puis mètre puissance 1,5, donc ça fait des longueurs, là, qui, dans les mégapascales et les mètres puissance 1,5, ne sont pas tout à fait homogènes, mais c'est l'unité standard hein, de KC. Il faut faire un petit peu attention. Quand on écrit la contrainte à rupture du matériau, cette contrainte à rupture dépend de la longueur de fissure qui existe à l'intérieur, et ça s'écrit KC sur racine de pi A, mais avec A en mètres, et ça donne sigma R en mégapascal. Donc ce qu'on veut voir, c'est que le petit graphique là, issu des travaux de HB ressemble beaucoup à ceux que vous avez déjà vus sur la résistance élastique ou bien sur le module d'élasticité, module Young, mais on ne retrouve pas dans la partie haute les céramiques techniques ou les céramiques tout court qui sont beaucoup plus basses dans le graphique maintenant. Donc, ce qui tient le mieux en termes d'utilité finalement, ce qui résiste le mieux au choc aussi d'une certaine manière, eh bien, c'est les métaux et les alliages, et puis aussi les composites dans une certaine mesure. Alors, le critère de Rankine. Le critère de Rankine, Rankine, depuis longtemps, s'est rendu compte que la rupture provenait plutôt de la traction hein, sur les matériaux et moins de la compression, évidemment, ou du cisaillement. Alors, le cisaillement, c'est le mode 2 ou 3, et donc ça, c'est moins critique. Et puis la compression, ça referme les fissures, donc de toute façon, ça ne joue pas. Et donc, Rankine, il dit quoi? Et il dit que pour éviter la rupture, eh bien, il faut que la contrainte maximale de traction ne dépasse pas la limite à rupture du matériau. Sachant que la limite à rupture du matériau dépend de la taille de fissure qui existe à l'intérieur. Alors, si je retrace le cercle de Mohr, comme vous avez déjà pu le voir, vous voyez que la plus grande contrainte de traction, c'est sur l'axe des abscisses, et ça correspond en fait à la plus grande des trois contraintes principales. Donc, le critère de Rankine, et c'est écrit de manière très simple, c'est le sup sur les trois contraintes principales qui doit être inférieur à la contrainte à rupture. Donc, vous pouvez vous entraîner sur cet exemple. C'est le même que la dernière fois. Et ça, on vous a donné des petites informations supplémentaires. Maintenant, on dit que KC, c'est 40 mégapascal mètre puissance 1,5. Et on dit aussi que la longueur moyenne est de 1,2 mm. Alors, que vaut sigma R? Et du coup, est-ce qu'avec un tel sigma R, il y a un risque de rupture fragile en A, en B, ou en C, ou en O3, ou à aucun? À vous de conclure là-dessus. Avant de terminer, un dernier mot, donc sur la transition ductile-fragile, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de matériaux qui sont intrinsèquement ductiles ou intrinsèquement fragiles. Il y a des matériaux qui, dans certaines conditions de température et de fissuration, qui sont ductiles et ou d'autres qui sont fragiles. Alors pourquoi de fissuration? Alors la température, on en a déjà un petit peu parlé, mais pourquoi de fissuration? Tout simplement parce que si on regarde le graphique qui est en bas, la résistance élastique ne dépend pas de la taille de fissure à l'intérieur du matériau. Donc, si on représente en fonction de la taille de fissure existante le critère de Tresca en traction, on a une contrainte qui ne doit pas dépasser sigma. Alors que quand on regarde
toujours en traction, le critère de Rankine, eh bien, là, on voit que la contrainte à rupture, elle, dépend de la taille de fissure, et la fonction 1 sur racine de pi a, bah, c'est une fonction décroissante qui est représentée par la courbe qui isole une zone blanche d'une zone bleue où il y a rupture fragile. Alors, quand on fait un essai de traction, ben, si on est plutôt dans la zone qui est le plus à gauche, on va d'abord plastifier, et puis après, plus tard, on va casser. Mais si on est dans la zone qui est plutôt à droite, eh bien là, on va d'abord casser, et évidemment, on ne plastifiera jamais puisque c'est cassé. Alors, qu'est-ce qui sépare ces deux zones? Ben, c'est une taille de fissure critique qui s'appelle AC. Et cette valeur de AC, ben, on l'obtient assez facilement en disant que sigma R égale sigma E ou RE. Et en faisant un petit peu d'algèbre, on trouve que AC, ben, c'est 1 sur pi, cassé sur RE, le tout au carré. Et du coup, quand on trace un graphique de HB, mais cette fois avec RE en abscisse et cassé en ordonnée, eh bien, les droites inclinées en pointillés que vous voyez donnent les tailles de fissures critiques. Et ça commence le plus à gauche par 1000 mm, donc ça c'est des tailles d'1 mètre. Alors avant d'avoir une fissure d'1 mètre, je pense qu'on l'aura détecté avant. Mais après 100 mm, 10 mm, 1 mm, 0,1 mm, et là on commence à arriver dans des matériaux qui sont potentiellement très fragiles, parce que avoir une fissure d'un dixième de millimètre dans un matériau, ça commence à devenir assez facile. La moindre rayure, alors je ne parle pas d'un centième et éventuellement d'un micron, mais qui n'est pas tracé ici, qui font que ces matériaux-là, le verre essentiellement, et puis tout un tas de céramiques techniques, sont des matériaux fragiles, quoi qu'il arrive. Alors, je vous propose deux applications numériques dans cette suite du quiz. Une sur un barreau en acier en traction et l'autre sur une plaque de verre en traction, avec des applications numériques à faire. Et je vous souhaite bon courage et vous m'envoyez tout ça.